Bonjour à tous. Dans le cadre des cours de chimiothérapie 2022, nous avons le plaisir de vous proposer une session sur l'actualité dans le traitement périopératoire du cancer bronchique non à petites cellules. C'est le domaine qui a probablement le plus bougé ces 2 dernières années, avec des AMM en cours ou à venir très prochainement et un changement assez radical de la prise en charge. Je suis Benjamin Besse, je suis oncologue médical à Gustave-Roussy. J'ai le plaisir d'être accompagné du docteur Cécile Lepéchou, oncologue radiothérapeute à Gustave-Roussy. Bonjour. Et du docteur David Planchard, oncopneumologue à Gustave-Roussy. Bonjour. On va avoir 3 présentations pour cette session. D'abord, l'arrivée du moléculaire dans la sphère de l'adjuvant avec David Planchard qui va nous parler de mutations EGFR. J'aborderai la probable future place de l'immunothérapie et Cécile Lepéchou terminera avec la place de la radiothérapie. On peut commencer, David, avec EGFR. On va faire de l'EGFR en adjuvant. Ça, c'est vrai que c'est une vraie révolution sur la prise en charge de nos patients. Juste pour rappeler ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui chez les patients opérés, sur les stades 1, 3A, les plus de 4 cm, ça va être la chimiothérapie adjuvante. Ceci étant, ça remonte maintenant. Oui, il y a un bénéfice, à peu près 5% de survie à 5 ans. On connaît le bénéfice sur la survie sans récidive et cette survie globale. Ceci étant, quand on parle des patients mutés EGFR et opérés, on a tendance à penser que c'est une maladie un peu plus indolente, un peu moins agressive. Quand on regarde des données sur des gros centres, sur des centres de Singapour par exemple, quand on prend des patients de stade 1B au stade 3A, vous voyez que le taux de récidive varie de 40% à plus de 60%. C'est des vraies maladies qui sont quand même agressives malgré la mutation activatrice de l'EGFR. Quand on regarde plus précisément les survies sans récidive, vous voyez, quels que soient les stades, du stade 1B au stade 2 au stade 3, vous voyez qu'à 5 ans par exemple, sur un stade 3, c'est 11% seulement de patients sans récidive. Donc il y a un vrai besoin de traitement adaptatif chez ces patients. Et puis, les métastases cérébrales sont quelque chose de prédominant chez les patients mutés EGFR, quasiment 10% de patients qui vont évoluer sur le plan cérébral. Donc, il y a besoin d'adapter les traitements en dehors de la chimiothérapie adjuvante. On avait jusqu'à maintenant des études avec les premières générations d'inhibiteurs de l'EGFR, typiquement le gefétinib, avec cette étude adjuvant pour laquelle les patients recevaient pendant 2 ans le traitement versus chimiothérapie, un bénéfice sur la survie sans récidive. Ceci étant, très rapidement, vous voyez, à 3 ans puis à 5 ans, on perd le bénéfice de l'adjuvant avec le gefétinib et ça ne s'est absolument pas traduit sur un bénéfice sur la survie globale finalement chez ces patients qui recevaient le gefétinib pendant 1 an. La deuxième étude aussi asiatique, l'étude IMPACT, pour laquelle les patients recevaient de nouveau le gefétinib pendant 2 ans versus chimiothérapie. Une tendance par rapport à la survie sans récidive, mais on voit bien que les courbes ont du mal à se séparer et elles se rejoignent assez vite et au final, pas de bénéfice sur la survie globale. Donc après, on peut essayer de faire un petit peu de néoadjuvant. Ça a été présenté un peu plus récemment avec l'erlotinib, sur lequel on fait quelques semaines d'erlotinib et puis ensuite, on maintient l'erlotinib pendant 1 an post-opératoire et on compare, pareil, à une stratégie de chimiothérapie. On a de nouveau un petit bénéfice sur la survie sans récidive, c'est pas magique, et aucun bénéfice sur la survie globale. Donc on voit bien qu'avec ces premières générations, pour l'instant, on est un petit peu au bout du chemin. Il y a un bénéfice, mais il n'est pas suffisamment important pour que ça impacte. Et en tout cas, qu'on fasse dans nos pratiques cliniques une exposition avec le gefétinib ou l'erlotinib. Ce qui change vraiment en 2021 et maintenant en 2022, c'est l'osimertinib, cette 3e génération d'inhibiteurs de l'EGFR, pour lequel il y a cette très bonne pénétrance sur le plan cérébral, très grande efficacité sur la mutation de résistance, et surtout, on va exposer les patients pendant 3 ans versus placebo, sachant que les patients recevaient ou pas de la chimiothérapie selon la demande et le choix de l'investigateur. Donc la chimiothérapie adjuvante reste encore un standard thérapeutique. Par contre, après, c'est là où on va se positionner pour compléter avec l'osimertinib. Et là, le bénéfice est quand même très impressionnant. L'objectif, c'était un hazard ratio de 0,70 et au final, le hazard ratio est à 0,17, ce qui est du jamais vu. Donc, vous voyez que c'est une réduction de plus de 83% du risque de récidive de ce stade 2 au stade 3A, une séparation très préliminaire des courbes qui reste bien séparée et sachant que la médiane de survie sans récidive, pour l'instant, n'est pas atteinte dans le bras avec l'osimertinib. Après, on peut regarder en fonction des stades. Vous voyez, on est du stade 1B au stade 3A. Le bénéfice est très marqué pour les stades 2, les stades 3A. Ceci étant, il est aussi significatif pour les stades 1B. Mais on voit bien que pour les stades 2 et les stades 3A, cette survie sans récidive, très impactant chez les patients qui reçoivent cette osimertinib pendant 3 ans.
Est-ce qu'il faut toujours aller faire ou pas de la chimiothérapie? On pourra en discuter. Quand on regarde les deux sous-groupes de patients qui avaient ou pas de la chimiothérapie adjuvante, vous voyez que la magnitude de bénéfice, le hazard ratio est très comparable en fonction des deux groupes. Donc en tout cas, l'étude ne répondait pas à la question. Jusqu'à preuve du contraire, si les patients peuvent recevoir une chimiothérapie adjuvante, je pense qu'il faut les exposer à la chimiothérapie adjuvante et ensuite à l'osimertinib pendant cette durée de 3 ans. La vraie question, c'est avec un tel bénéfice, est-ce que finalement on va finir par impacter la survie? Est-ce que nos patients vont vivre plus longtemps? Il y aura plus de guéris entre guillemets avec l'osimertinib? On n'a pas encore la réponse. Les données sont très préliminaires. Le hazard ratio est joli, mais encore une fois, pour l'instant, on ne peut rien en dire. Il faudra vraiment suivre. On a besoin du follow-up pour confirmer ces données de la survie globale. Est-ce qu'on impacte la qualité de vie du fait d'avoir un traitement avec l'osimertinib, même s'il est bien toléré? Il y a quelques toxicités dont on connaît au niveau digestif, au niveau cutané, mais essentiellement des grades 1-2. En tout cas, il n'y avait pas, par rapport au groupe placebo, de différence en termes de qualité de vie. Et donc, ce qui est plutôt assez rassurant d'exposer nos patients. Et puis enfin, alors effectivement, je vous ai montré précédemment, je pense que c'était les... J'ai dû me tromper sur les courbes. Du coup, c'était plutôt les données sur la... et je vais peut-être juste revenir en arrière, je suis désolé, mais j'ai du mal à voir à distance. C'était l'impact sur les métacérébrales, en fait. Sur les métacérébrales, sur lequel c'est très impactant de donner l'osimertinib et pour lequel, vous voyez, le hazard ratio est à 0,18, donc une diminution du risque de métacérébral de 82% dans le bras osimertinib, ce qui est probablement un effet majeur de l'osimertinib. Et puis enfin, les données de survie dont je parlais précédemment, pour l'instant, vous voyez, c'est très difficile, il y a très peu de maturité, c'est 5% de maturité, donc il faut se donner un peu plus de temps pour voir si on va impacter les données de survie. Donc un vrai bénéfice sur la survie sans récidive, un vrai bénéfice de prévenir l'émergence de métacérébrales, pas de perte de la qualité de vie. Et pour l'instant, on attend les données de survie si on veut être complet. Donc ça enrichit pour l'instant notre standard thérapeutique en adjuvant. D'autres études en cours, on attend notamment les études alchimie, par exemple, qui sont avec l'erlotinib ou le crizotinib chez les patients ALK, mais je ne pense pas que ça changera la dogme, mais notamment avec l'erlotinib. Et puis enfin, on avait déjà ces données dont je vous ai montré pour l'instant avec les autres molécules, gefetinib ou erlotinib, qui n'impactent pas. Et puis on attendra éventuellement, est-ce que pour les patients ALK, avec l'alectinib notamment, ça ne deviendra pas aussi un standard en adjuvant. Donc ça risque vraiment de bouger. Une petite slide, et ça Benjamin, on en rediscutera, va vous le montrer, l'impact de l'immunothérapie en adjuvant, simplement pour vous montrer que dans l'étude IMpower 10, quand on regarde les sous-populations, et notamment les sous-populations des patients avec une mutation activatrice de l'EGFR, vous voyez que le bénéfice n'est absolument pas démontré. Donc, comme pour le métastatique, l'immunothérapie chez les patients non fumeurs avec une mutation activatrice n'est absolument pas la priorité, mais la priorité va être de les exposer à un inhibiteur de l'EGFR à fort potentiel. Est-ce qu'ensuite on pourra adapter un petit peu mieux les thérapies? Probablement que tous les patients n'auraient pas besoin d'une exposition à un traitement adjuvant, et notamment avec l'osimertinib. Est-ce qu'on pourra faire rentrer la maladie résiduelle, l'ADN tumoral circulant? Il y a des données très préliminaires qui sont très encourageantes, mais encore une fois, aucune donnée prospective. Donc pour l'instant, on ne se sert pas de l'ADN tumoral circulant en post-opératoire et éventuellement plutôt une orientation dans le cadre des essais thérapeutiques, et ce sera probablement le futur pour adapter mieux nos traitements. Ça veut dire qu'en termes de message sur l'adjuvant chez ces patients qui sont EGFR mutés, à preuve du contraire, il faut les exposer avec une chimiothérapie à base de sel de platine, donc généralement 3 à 4 cycles. Il faut rechercher la mutation activatrice du gène de l'EGFR. Si le patient a cette mutation activatrice, il faut l'exposer a priori à l'osimertinib pendant 3 ans. Pour l'instant, on a l'accès dans le cadre d'une ATU, donc ce n'est pas un problème. Il faut faire cette demande d'ATU en France pour avoir l'accès à l'osimertinib dans le cadre de son AMM. Et ce qui veut dire qu'un des messages, c'est finalement de se dire, quel que soit le stade de la maladie, métastatique ou sur les petits stades, rechercher les mutations activatrices de l'EGFR. Et en tout cas, pour l'instant, je n'exposerai pas ces patients avec une immunothérapie compte tenu du peu de bénéfices. Ça fait partie maintenant complètement des guidelines au niveau de l'ESMO qui ont été updatés avec ces mutations activatrices et la forte recommandation de les exposer à l'osimertinib du coup en 2022. Et je m'arrêterai là pour les patients mutés EGFR. Merci beaucoup David. Donc c'est rentré dans les pratiques. On peut le prescrire dès aujourd'hui. Tu attends combien de temps après la fin de la chimiothérapie? Il y a un délai minimum dans l'inclusion Il n'y a pas de délai minimum, mais généralement, l'idée étant de le commencer le plus précocement après la chimiothérapie. En général, on va attendre la récupération des toxicités de la chimiothérapie adjuvante. Donc, j'ai envie de dire, souvent, on va le commencer dans les 4 à 8 semaines post-chimiothérapie adjuvante, de façon à éviter de se retrouver dans les périodes de neutropénie ou autres.
Une petite question concernant les modalités de rechute. Est-ce que finalement, on n'a pas tendance à avoir plus de rechutes locaux-régionales chez les patients en fait, qui étaient dans le bras TKI par rapport à l'autre bras? C'est vraiment ce qu'on trouve, c'est qu'on change l'histoire naturelle de la maladie. Oui, C'est-à-dire exactement. on contrôle ces micrométastases ou ces métastases. Il y a beaucoup moins de récidives métastatiques, les métacérébrales, etc. ou autres. Par contre, plus de récidives locaux-régionales. Donc ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'après, est-ce que ça va impacter parce que ces malades seront plus faciles peut-être à traiter en locaux-régional sur les techniques de radiothérapie, etc. et que finalement, on va mieux contrôler la maladie versus une maladie floride, etc. Ça fait partie des données importantes. Mais c'est vrai, quand on regarde, pour l'instant, les premières données de rechute sont beaucoup plus locaux-régionales que métastatiques, ce qui est peut-être plutôt rassurant et en faveur de se dire qu'on aura peut-être d'autres traitements locaux-régionaux à proposer chez ces patients, quoi. Un des défauts de l'étude, c'est qu'on n'a pas la certitude que tout le monde a eu un PET scan en pré-op. Et la survie du bras contrôle est un peu décevante. Tu sais si on va avoir ces données et quand on aura la survie globale? Alors, sachant qu'on n'aura pas forcément plus de... Après, c'est une étude pratico-pratique. C'est vrai qu'il faut faire un PET scan. Il y a beaucoup de pays sur lesquels c'est pas forcément fait en systématique, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être critiquable par rapport à ça. Après, on peut critiquer le fait qu'un PET scan, tout dépend combien de temps avant la chirurgie on le fait, etc., pour qu'il soit interprétable. Donc, finalement, au final, oui, il y a probablement des malades qui sont d'emblée peut-être déjà micro-métastatiques, ce qui est le but du traitement, de les protéger. Donc, j'ai envie de dire, ça va rentrer dans les mœurs. Je suis pas sûr que même si tous les patients avaient eu un PET scan, ça aurait changé, parce que même sur des maladies micro-métastatiques, le PET scan passe très facilement à côté de ces micrométastases, en fait. Et notamment sur des micrométastases, sur le plan osseux, etc. Et même sur le plan cérébral, il n'y a pas d'impact, etc., quoi, en fait. Oui, enfin, on peut imaginer, on peut espérer surtout que c'était un peu, ils étaient dans les deux bras, quoi, en fait. Non, qu'il y ait oui, pas non, c'est ça. imbalance. Après, comme c'était randomisé par rapport à placebo, Exactement. finalement, voilà, ça se dilue dans les deux bras. Donc, s'il y a une différentielle, c'est qu'a priori, il est vraiment lié au traitement. Après, ce qui va être impactant, etc., c'est voir quid des patients qui vont être retraités à récidive. Parce que la vraie question, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que les patients qui vont récidiver, est-ce que les exposer à l'osimertinib à ce moment-là permet de rattraper versus, effectivement, est-ce que c'est le traitement précoce qui traite mieux les micrométastases? Il y a le dilemme de ces thérapies ciblées en disant que finalement, on retarde peut-être juste l'émergence de la récidive et qu'on n'est pas plus curateur quand on met le traitement rapidement en adjuvant, ce qui est une vraie question. Donc on espère en tout cas, si on veut être honnête, que dans le bras placebo, il y a beaucoup de patients qui reçoivent les TKI quand ils vont récidiver, en fait, pour qu'il n'y ait pas de perte de chance. Mais on imagine qu'après eux, il n'y a pas de raison, puisqu'on connaît leur statut EGFR muté. Donc on imagine quand ils vont récidiver, la plupart vont avoir un TKI. Donc si la survie sort par rapport à ça, je pense que là, pour le coup, il n'y aura plus aucune discussion sur le fait qu'il faut les exposer à l'osimertinib en adjuvant. Un changement de standard, mais des données encore un tout petit peu immatures. Elles sont encore un petit peu immatures, mais ceci étant, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir ces données de survie avant d'exposer. J'ai un patient demain qui est muté EGFR, etc., de l'exposer à l'osimertinib. C'est-à-dire quand on voit un tel bénéfice, on imagine difficilement mal que la survie ne soit pas impactée et qu'on puisse regretter de ne pas avoir exposé nos patients quand on aura la survie d'ici 1 à 2 ans, etc. Donc peut-être que si vraiment la survie sort négative, on pourra, mais a priori, quoi qu'il arrive, on n'est pas délétère, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment, chez un patient peu non-fumeur, rechercher les mutations EGFR, ça c'est le message. Et 2, s'ils sont mutés, je pense qu'il faut vraiment l'exposer à l'osimertinib parce que pour l'instant, les données sont quand même très en faveur de les mettre sous osimertinib. On les met sous chimio et osimertinib. La réponse, oui. C'est-à-dire pour moi, il ne faut pas être impacté parce qu'ils sont mutés au GFR, d'avoir la tentation de ne pas faire de chimiothérapie adjuvante. Le bénéfice sur la survie de la chimiothérapie adjuvante, il est démontré, etc. Il y a un effet curateur de la chimiothérapie adjuvante. Donc, il faut les exposer à la chimio, sauf contre-indication particulière, etc. À ce moment-là, on ne fait pas de chimiothérapie adjuvante, mais chez les patients opérés, souvent plutôt en bon état, il faut faire la chimio et l'osimertinib ne vient qu'après. Vraiment, l'étude ne répondait pas à la question. On ne comparait pas à la chimio, on comparait à un placebo post plus ou moins chimiothérapie adjuvante, ce qui est vraiment important. Ouais. Un message très important de ne pas baisser la garde sur la chimiothérapie. Peut-être qu'on pourra désescalader après avec l'ADN tumorale circulant, la maladie résiduelle et d'autres facteurs. Mais attention, chez ces patients potentiellement guéris, il faut être maximaliste. C'est chimio et c'est de la consolidation avec l'osimertinib post-chimio. Ouais. Il n'y a pas des études qui sont en train de se monter après chirurgie de TKI adjuvant, seul, sans chimio?
La réponse, pour l'instant, non. Après, ce qui sera intéressant, c'est d'aller voir, parce qu'il y a du plasma collecté, etc. Et en parallèle, d'aller mesurer, voilà, typiquement sur l'étude, d'aller voir ce qui se passe et est-ce qu'on peut prédire de façon différentielle. Après, non, parce que les autres études, elles se comparaient versus la chimiothérapie, mais effectivement, voilà, aller faire, pour l'instant, qu'un TKI versus du placebo sans chimiothérapie adjuvante, on n'a pas et je ne pense pas qu'on aura, quoi. Très clair, merci beaucoup David. On va passer à la deuxième présentation que j'ai le plaisir de vous faire sur l'immunothérapie périopératoire. Une des données qui sont arrivées l'année dernière, qui concerne d'abord l'atezolizumab, une étude Empower 10 qui concerne les patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules stade 1B opérés qui reçoivent une chimiothérapie comme pour l'osimertinib et qui, après la chimiothérapie, sont randomisés entre 1 an d'atezolizumab ou une surveillance, donc pas d'effet placebo. Le traitement est donc donné jusqu'à progression ou 1 an, et une analyse statistique un petit peu compliquée avec 4 paliers, on va dire, d'analyse. D'abord sur les stades 2 et 3A avec PDL1 à supérieur à 1%. Ensuite, la DFS sur les stades 2 et 3A globalement. Puis ce sera sur l'ensemble de la population, c'est-à-dire avec les stades 1B, et ensuite l'OS. Donc aujourd'hui, on peut analyser que les 2 premiers paliers. On a les données sur la survie sans progression. Donc comme pour l'osimertinib, on est limité sur la survie globale, mais des données qui sont positives sur la survie sans progression, sur les stades 2 et 3, ça c'est l'ensemble de la population. Il n'y a pas de bénéfice pour la population PDL1 négative, 45%. Alors, ce qui est un petit peu plus que ce que l'on attend, hein, c'est classiquement 30% des patients qui sont PDL1 négatifs. Chez les patients qui ont une pneumonectomie, pas de bénéfice. Il faudra voir d'un peu plus près s'il n'y a pas d'éventuels biais. Et puis, comme David vous l'a dit, les patients dont la tumeur a une mutation EGFR ou un réarrangement ALK n'ont pas de bénéfice. Et puis, pour les stades 1B, donc un point d'interrogation, 12% de la population. Alors c'est vrai que les données qui ont été présentées dans un deuxième temps de l'efficacité en fonction du statut PDL1 ont un petit peu surpris parce que vous le voyez, globalement il y a un bénéfice, mais qui semble être restreint à la population dont le PDL1 est exprimé sur plus de 50% des cellules tumorales. C'est vraiment cette population qui a l'air d'avoir le plus de bénéfices. La population qu'on appelle intermédiaire entre 1 et 49%, n'a pas un bénéfice qui semble extrêmement clair. Ça, c'était quelque chose qu'on attendait et qui était un peu surprenant. On va le voir aussi avec la suite de l'histoire de l'immunoadjuvante. Alors, une des questions est de savoir, parce que en première ligne métastatique, on peut donner quand PDL1 est supérieur à 50%, si c'était la population réellement d'intérêt pour cette étude, on peut donner une immunothérapie seule, et on pourrait se poser la question de l'intérêt de donner cet immuno en adjuvant par rapport à une première ligne métastatique. Un argument fort pour l'utilisation en adjuvant est de se dire que, a priori, avec l'immunothérapie, plus la charge tumorale est faible, meilleure est l'efficacité de l'immunothérapie. Donc probablement intervenir sur une maladie micrométastatique est plus intéressant que sur une maladie macrométastatique. Alors on a beaucoup d'essais qui sont en cours. Les 2 gros essais que l'on attend, et j'espère cette année, sont l'essai PEARLS qui compare pembrolizumab à placebo et pembrolizumab 1 an, et puis l'essai BR31 fait avec l'NCI Canada et l'IFCT qui a comparé durvalumab 1 an à un placebo. Et puis on a eu le 10 janvier une brève qui nous a annoncé la positivité de l'essai PEARLS, qui est donc l'essai qui compare pembrolizumab à un placebo sur l'ensemble de la population, stade 1B à 3A, quelle que soit l'expression de PDL1. Et la surprise est que le DFS ne semble pas être significativement positif dans le sous-groupe des plus de 50%, qui était un co-critère de jugement principal. Et donc, on est dans une situation un peu inverse de l'essai Empower, où cette population des plus de 50% était réellement celle qui en bénéficiait. Donc, on a hâte de voir les courbes, mais cet essai confirme l'intérêt de l'immuno en adjuvant et l'indication.
en néoadjuvant, des nouvelles aussi. Les associations de chimio et immunothérapie néoadjuvante ont été très intéressantes en termes de réponse pathologique. Et une étude a logiquement comparé, toujours dans la même population, stade 1B à 3A, 3 cycles de chimiothérapie seule à 3 cycles de chimiothérapie associés au nivolumab. Et critère principal de jugement, l'événement évidemment rechute, mais en co-critère principal, la réponse pathologique, et c'est uniquement ces données qui ont été présentées. On passe de 2 à 24% de réponse pathologique complète. On augmente également beaucoup la réponse pathologique majeure. Alors dans l'étude de phase 2, Nadim, qui avait été présentée, on était à 63% de réponse pathologique complète. Donc petite déception par rapport à l'immense espoir qu'avaient donné les phases 2, mais comme disait Monsieur Scagliotti, never trust phase 2 results. Donc on a quand même la certitude qu'il y a un bénéfice. Maintenant, attendons de voir les courbes de survie sans récidive. On s'attend avec les résultats de l'adjuvant à ce que ça sorte aussi. Par contre, petit point d'interrogation, enfin gros point d'interrogation, c'est le pourcentage de patients qui ne sont pas opérés. On a dans le bras chimio nivolumab entre 12 et 17% des patients qui ne sont pas opérés, en particulier 12% des stades 1B2 qui sont réellement des indications formelles à la chirurgie. C'est probablement un peu inquiétant. Il faudra regarder ça de plus près. Bon, on a les mêmes chiffres dans le bras chimiothérapie, mais ça peut faire poser la question de la bonne sélection de ces patients. Donc mes conclusions, c'est que c'est un nouveau standard à venir. L'AMM a été donnée aux États-Unis le 15 octobre pour l'atezolizumab adjuvant uniquement pour les stades 2 et 3A opérés dès lors que PDL1 est supérieur à 1%, donc une sous-population uniquement. Pas d'AMM encore en Europe, mais probablement ça ne saurait tarder. Et pembrolizumab, des résultats présentés, j'espère, en 2022, tout comme le durvalumab. Signal fort en néoadjuvant sur la réponse pathologique. Attention au pourcentage élevé de patients non opérés. Attention aussi à la complexité de la chirurgie. Il semble qu'une chirurgie après chimiothérapie néoadjuvante soit assez différente et donc il faudra être vigilant à ça parce que le temps fort et curateur est la chirurgie. Il faudra que nos chirurgiens soient confortables. Et puis un combat néoadjuvant versus adjuvant qui va probablement revenir. On a eu des combats sur la chimiothérapie néoadjuvante versus adjuvante pendant 10 ans. On risque d'avoir une petite décennie avec les mêmes questions sur l'immunothérapie. C'est intéressant, hein. Ça veut dire que, parce que là, tu nous montres les données de bénéfices potentiels. À côté de ça, est-ce que du coup, on a les données en termes de tolérance, de toxicité, etc. Parce que ça veut dire que c'est 1 an de traitement. Est-ce que du coup, la pertinence, le ratio bénéfice, est-ce qu'on n'a pas peur des toxicités, même post-opératoire, etc. Alors, patient pneumonectomie ou autre ou de... Les tox sont celles qu'on attend avec l'immuno, c'est-à-dire environ 10% de grade 3, qui sont essentiellement biologiques. Donc, le signal sur la toxicité est rassurant, comme en métastatique. L'indication en post-opératoire, elle me paraît pas poser de problème. Et après une pneumonectomie, c'est quand même des patients qu'on va surveiller de très près. Donc, je pense qu'on sera vigilant à la pneumopathie. Je vois pas tellement de problème, mais il faudra revoir les données sur les autres essais avec la pneumonectomie parce qu'on voit bien que IMpower 10 donne uniquement une partie des solutions. Et donc, ça veut dire qu'un patient opéré au jour d'aujourd'hui, donc il faudra lui faire le GFR, le ALK et le PDL1, quoi. Ça va devenir un standard. Tu l'as très bien dit, GFR, comme en métastatique, catégorie à part, et probablement ALK, éviter de les exposer à la tezolizumab. Et pour les autres, on s'attend à ce que l'AMM européenne suive l'AMM de la FDS, c'est-à-dire que ce soit PDL1 post. Par contre, le signal, c'est qu'il semble que pour le Pembro, ce soit le tout venant et qu'à terme, ce soit cette population que l'on traite. Ici aussi, c'est chimio plus immuno. Hein, oui, en fait, la population est celle qui a une indication de chimiothérapie, donc c'est chimio. Alors, c'était 1 à 4 cycles, on pouvait les inclure, même si un seul cycle avait été donné avec une mauvaise tolérance. Mais oui, c'est... Et les patients EGFR mutés étaient tous exclus? Non, dans cette étude, ils étaient inclus, puisque il n'était pas standard à l'époque de faire EGFR sur un patient, sur la tumeur d'un patient opéré, et donc ils ont été inclus. C'est un peu plus de 10% de la population. D'accord, donc ce sera intéressant effectivement aussi de suivre cela.
Et le néo-adjuvant, parce qu'après, enfin, pour l'instant, Ouais. on n'a pas de données de survie sans récidive, enfin, si je ne me C'est trompe ça. pas, et des données de C'est survie. On a des réponses histologiques complètes, des réponses histologiques majeures, etc. La pertinence de biomarqueurs, est-ce que ça se traduit sur un bénéfice sur la survie? On ne sait pas globalement. Donc Les courbes sont trop précoces, il y a un tout petit truc, mais c'est absolument pas interprétable. Et puis c'est comme pour GFR, il faudra être certain que les patients qui récidivent aient bien reçu une immuno, puisque s'ils étaient éligibles à une immuno en adjuvant et qu'ils sont dans le bras observation, c'est qu'ils sont éligibles a priori, ils n'ont pas de contre-indication par une maladie auto-immune à l'immuno. Donc il faudra être vigilant qu'ils aient bien tous une immuno, parce que la question de immuno post-op à récidive, elle est cruciale. Et après, sur le plan, enfin, si on avait le choix entre le néo sur lequel tu as la tumeur qui est en place et sur lequel tu fais 2-3 shots d'immunothérapie et puis après, effectivement, tu induis la réponse et c'est terminé versus il n'y a plus de tumeur et j'agis peut-être sur de la maladie micro-métastatique globalement pour l'instant. Enfin, on va se retrouver un peu comme de la chimiothérapie néo-adj versus adjuvant ou est-ce que ça va être le même débat sans fin? Parce que je ne sais même pas si on aura des études randomisées entre les deux. Tu as complètement raison parce qu'il y a un vrai rationnel à faire l'immuno préopératoire avec une tumeur en place. Ce qu'on a montré à Gustave Roussy avec l'étude Princeps, c'est que bon, c'est une petite cohorte de 30 patients, mais une injection d'immuno permet d'avoir 14% de réponse pathologique majeure, ce qui veut dire qu'on déclenche le système immunitaire et on a opéré 100% des patients. Donc c'est peut-être une des solutions à venir, ce sera simplement d'induire par une injection, opérer tout de suite et ensuite partir sur la chimiothérapie post-opératoire et peut-être reprendre l'immuno pour un an. C'est une vraie question, ça. Et c'est une vraie question, mais les essais d'immuno pré-op sont tout petits par rapport en fait, aux essais d'immuno adjuvante post-op. Oui, c'est vrai que c'est des plus petites cohortes. Néanmoins, comme il y a la réponse pathologique et qu'on sait qu'elle est prédictive de sortie, c'est vrai qu'il y a quand même des éléments un peu plus forts. Et Très bien. On peut imaginer, enfin, dernière question, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, d'aller mesurer la maladie, enfin cette maladie résiduelle, ADN tumoral circulant, etc., comme on le fait potentiellement chez les malades avec altération moléculaire, quid d'économiser, de ne pas avoir à leur faire de traitement, d'immunothérapie, si c'est né. Enfin, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on l'utilise? Est-ce que du coup, c'est quelque chose, oui, potentiellement avec l'immuno qui va être... Alors, l'ADN tumoral circulant post-opératoire, on appelle ça la maladie résiduelle. C'est un champ énorme qui s'ouvre, qui va probablement à terme modifier nos pratiques, mais dans lequel il ne faudra pas qu'on aille trop vite et bien avoir des essais interventionnels en fonction de la maladie résiduelle, parce que si c'est simplement un critère pronostic, peut-être que toutes les populations vont bénéficier. Dans IMPOWER, à l'ESMO-IO cette année, on a eu les courbes en fonction de la positivité de l'ADN tumoral circulant en post-opératoire. Et le bénéfice, même si l'amplitude est supérieure lorsque l'ADN tumoral circulant est positif, le bénéfice se retrouve aussi chez l'ADN tumoral quand l'ADN tumoral est indétectable. Donc c'est à mon sens beaucoup trop tôt pour envisager des désescalades, même si c'est une voie d'avenir. Et puis c'est des tests qui évoluent à toute vitesse. Les tests qu'on a aujourd'hui pour l'ADN tumoral circulant sont beaucoup plus sensibles qu'il y a 5 ans. Et on peut estimer qu'assez rapidement, on arrivera sur des tests à maturité pour être extrêmement sensible et avoir une réponse un peu plus oui-non de il y a de la maladie résiduelle ou non. Parfait, on va terminer avec l'étude Lungard qui nous donne enfin la réponse sur l'irradiation post-opératoire. Oui, rebonjour à tous. En fait, donc, c'est vrai qu'on l'a vu, les traitements en fait adjuvants ou néoadjuvants dans les stades 3. Moi, c'est important de le dire. Je ne vais traiter que les patients les plus à risque de rechute, c'est-à-dire les 3N2. Puisque chez ces patients, on a un gros risque de rechute à distance, bien sûr, mais aussi locale. Et en fait, ça, les données de chimio adjuvante, qu'elles soient post ou pré-op, comme je le disais, c'est vrai que c'est très, très changeant. Alors nous, on s'est placé finalement dans le Hungart à l'ère évidemment de la chimiothérapie adjuvante, mais qui n'a pas disparu. On l'a bien vu puisque ça reste, c'est en train de bouger, mais en fait, la chimiothérapie reste. Et on avait, nous, une méta-analyse qui avait permis de réaliser que c'était ces patients N2 qui étaient à plus haut risque de rechute.
en sachant que depuis 1998, la date où a été publiée cette méta-analyse sur la radiothérapie post-opératoire, en fait, on s'était dit, on était assez confiants sur le fait que, bon, avec l'amélioration de la chirurgie, le fait qu'on ait introduit la chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante, le fait de l'amélioration de la qualité également de la radiothérapie, eh bien, en fait, chez ces patients à haut risque, un traitement post-opératoire par radiothérapie pouvait peut-être améliorer les choses. Il y a eu des tentatives, en fait, de mener des essais de radiothérapie post-op en Amérique du Nord, qui a été en fait clôturé en fait assez rapidement. Il y a un essai chinois qui est paru l'année dernière, monocentrique. On voit là la puissance et le nombre de patients qui sont pris en charge. Ce sera intéressant en fait d'avoir ces données aussi, parce qu'évidemment dans cette population, eh bien par exemple, on a beaucoup plus de patients EGFR mutés, donc ça sera intéressant aussi d'évaluer cela. Et puis en Europe, donc Lungart, ici rapidement en fait juste cette étude qui est parue dans JAMA Oncologie, unicentrique, comme je l'ai dit, plus de 300 patients qui ont été inclus. L'analyse statistique est un peu compliquée, mais en fait, il faut retenir que la DFS, il n'y avait pas de différence significative. Lungart, donc c'est une étude qui a démarré en 2007, clôturée en 2018, qui a inclus 501 patients, un gros apport de l'intergroupe francophone de cancérothoracique, de l'IFCT, et grâce à eux, 85% des patients ont pu être inclus. Donc le design assez simple entre guillemets, donc on a inclus tous les patients qui étaient de stade 3 N2 mais prouvés, ils pouvaient avoir eu une chimiothérapie pré-op ou pas selon le standard. Il n'y a que 5% de patients qui n'ont pas eu de chimiothérapie du tout, 20% ont eu de la chimiothérapie néoadjuvante, donc la grosse majorité a eu du post-op, et ils étaient randomisés entre une radiothérapie, 54 grès en normofractionné versus le contrôle. L'hypothèse statistique, c'est finalement qu'on améliore la disease-free survival à 3 ans de 12%. À partir, donc, en considérant que de 30%, on améliorerait la DFS à 42%. La suivante, alors les résultats ont été, présentés à l'ESMO en 2020. Ce que l'on voit, c'est que la DFS, il y a une amélioration de 15% de la DFS à 3 ans, mais cette différence n'est pas significative. Les résultats sont bons globalement, en fait, avec donc 44% dans le bras contrôle et 47% de DFS dans le bras porte. Et lorsqu'on voit, on décompose un peu les éléments de cette DFS, on voit très bien que la radiothérapie apporte un plus en termes de contrôle loco-régional, c'est-à-dire au niveau il y a moins de rechute médiastinale, on réduit de moitié. En termes de rechute métastatique, qu'elle soit cérébrale ou pas, il n'y a pas de différence entre les deux bras. Et par contre, en ce qui concerne les patients qui ont un premier événement, non pas de rechute, mais qui sera un décès, et bien là, on voit qu'il y a plus de décès dans le bras porte par rapport au bras contrôle. Alors évidemment, le poids de ces décès est beaucoup moins important. Les événements liés à la rechute sont beaucoup plus importants. Et quand on voit les données de survie, c'est bien sûr des données qui ne sont pas encore très matures, même si on a en fait un recul médian qui était près de 4 ans. Donc, il faudra avoir des données plus mûres. Mais là, vous voyez, 66% et 68%, en fait, c'est des bons résultats en termes de survie, mais aucune différence significative, évidemment. Quand on regarde en fait les facteurs de stratification, globalement en fait, on n'a pas pu retrouver de facteurs
prédictif finalement d'éventuellement de meilleure efficacité de la radiothérapie. Hein. Tous ces facteurs de stratification, globalement, on a l'impression que c'est, si vous voulez, la porte fait mieux, mais pas de façon significative. Hein. Et là, juste un petit, puisqu'on est dans cette session des traitements adjuvants, hein, voyez, en fonction du pré-op, par exemple, faut faire attention parce que les effectifs sont effectivement, comme je vous le disais, très, très petits. Mais il y a en fait, bon, il y a quelque chose qu'il faudra un petit peu creuser. Hein, et je dirais, par exemple, des essais comme Bettischer où on avait évalué la chimiothérapie préopératoire, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait pas mal de rechutes finalement locales. Donc ça, c'est quelque chose qui sera à creuser. Et évidemment, en fait, aussi le nombre de stations ganglionnaires envahies. Hein, en fait, c'est vrai que ça sera quelque chose qu'il faut creuser. Si on regarde la survie, la DFS, et on regarde un peu plus la survie sans la DFS sans rechute loco-régionale, hein, là on voit effectivement que c'est des résultats significatifs. En fait, la survie sans la DFS sans rechute locale est améliorée de façon significative. Et lorsqu'on voit il y a des groupes de patients qui semblent à plus haut risque, hein, les deux en bénéficient, mais en fait, ces patients-là bénéficient encore plus peut-être d'une radiothérapie. C'est par exemple les patients qui ont une rupture extracapsulaire ou bien des patients qui ont en fait une charge tumorale ganglionnaire médiastinale plus importante. Et certainement, en fait, une des choses aussi importantes qu'on a dans cette étude, c'est l'importance aussi de la qualité de la chirurgie. Et c'est certain qu'en fait, on a des données là de DFS, on a une photo qui nous dit qu'effectivement, Lungard permet de conclure que la radiothérapie post-op ne doit pas être délivrée à tous les patients N2, ce qui commençait à être un petit peu une tendance à cause des données de grosses, en fait, des databases de nord-américaines essentiellement, ou des analyses de sous-groupes d'études comme en fait l'étude une étude de sous-groupe publiée par Jean-Yves Douillard, Anita, mais si vous voulez, c'est vrai qu'on a un risque de rechute médiastinale qui est moindre quand on fait une radiothérapie post-opératoire, mais les événements finalement de rechute autres que médiastinale sont tellement plus importants que eh bien, on n'arrive pas à avoir une différence en termes de DFS significative. Il y a plus de toxicités qui ont été observées dans le rapport, pas forcément des toxicités qui amènent au décès des patients, hein, c'est des grades 3 et 4. Et ça aussi, en fait, ça sera important de les analyser de plus près. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On a collecté pas mal de données, et je crois que c'est, même si effectivement on se projette là avec la chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante ne sera probablement pas le seul traitement qu'on va administrer à la plupart de nos patients de stade 3 N2, mais il y a probablement en fait des choses à tirer de notre étude avec ces études complémentaires. Par rapport à la toxicité, un argument aussi qui est venu souvent me dire, nous, tous les patients avaient été traités en 3D, une radiothérapie 3D. Maintenant, c'est vrai que plus récemment, l'IMRT est devenu un standard. Peut-être que la protonthérapie sera un standard. Je ne suis pas sûre que l'IMRT ou la protonthérapie permettent de
tout solutionner. Ça n'est pas uniquement une question de technique de radiothérapie, hein, mais je pense aussi que peut-être il faut mieux sélectionner chez les patients pour lesquels 2 traitements locaux peuvent être nécessaires, hein, ou sinon mieux définir finalement les patients qui clairement bénéficient d'une association chimio-radiothérapie et ceux pour lesquels la chirurgie reste le traitement principal. Et donc, il y a pas mal de perspectives d'avenir auxquelles on peut se projeter. Voilà. Et donc, juste pour information, Lungart vient d'être publié. Et on a fait également, il y a une revue où on a repris les essais de radiothérapie adjuvante. Merci beaucoup, Cécile. C'est un superbe essai. Qu'est-ce qui va être publié, là, enfin, ou présenté? En fait, les prochaines analyses, ça va... Alors, en fait, il y a eu, on a présenté les patterns of failure, en fait, un petit peu l'année, enfin, en 2021. Là, on est en train de revoir la qualité de la chirurgie, qui certainement est quelque chose d'important, non seulement pour les patients inclus dans cette étude, hein, mais même pour tous les essais adjuvants actuellement en cours. Et c'est vrai qu'il y a quand même des données en fait qui sont intéressantes, et en particulier la qualité de la chirurgie et disons l'exérèse R0. Tous nos patients étaient R0, et en fait, finalement, quand on applique vraiment de façon très rigoureuse, hein, les définitions d'exérèse complète du IASLC et puis des sociétés savantes de chirurgie thoracique, on voit dans notre étude, il y a disons près du tiers des patients finalement seulement qui ont une exérèse R0. Donc c'est vrai que c'est aussi lié par exemple à la rupture extracapsulaire, hein, donc qui est là quelque chose qu'on ne peut pas prévoir évidemment à l'avance. Alors là aussi, en fait, hein, dans notre étude, c'est certain que la maladie résiduelle est quand même aussi serait une information très très intéressante, hein, pour adapter finalement au mieux le traitement adjuvant. Bon, il y a pas mal d'études ancillaires, donc la qualité aussi de la radiothérapie, bien sûr, et l'analyse des rechutes locales et des toxicités, hein, par rapport au traitement par radiothérapie que les patients ont eu. Donc, j'espère qu'on pourra avoir plus de réponses. Alors, évidemment, ça ne change rien au résultat de l'étude, dans le sens où la DFS à 3 ans, hein, n'est pas significativement meilleure dans le bras radiothérapie post-opératoire. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'on a toujours des dossiers qu'on discute, etc., enfin, il y a une vraie question chez ces patients sur le plan ganglionnaire, sur ces ruptures capsulaires, les multisites, hein, sur lesquels on a toujours envie quand même de les irradier, et que tu démontres bien, pour lequel on n'a pas complètement la réponse, et qu'il faut peut-être garder encore une place de la radiothérapie adjuvante, hein, sur une rupture capsulaire, multisite ou autre. Oui, je pense qu'il faut, en discuter en RCP et bien poser le pour et le contre de la morbidité potentielle du traitement, hein. C'est vrai que actuellement, si on se base sur nos données actuelles, c'est vrai que les patients qui ont une exérèse complète, effectivement, il n'y a pas besoin, mais c'est vrai que beaucoup de patients, finalement, quand il y a une rupture capsulaire sur plusieurs stations ganglionnaires, quand la station ganglionnaire la plus élevée, par exemple, est envahie, où on n'est pas sûr de la qualité du curage, qu'on appelle une résection uncertain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements, quoi. C'est pas une réponse. J'aimerais avoir des réponses simples, et justement, j'espère qu'on va pouvoir trouver en fait des réponses robustes à ces questions tout à fait
pertinente. Parce que si tu as tant de patients qui n'ont pas de résection R1, alors que c'est un essai qui sélectionnait quand même assez drastiquement sur la qualité de la chirurgie, ça fait un peu froid dans le dos sur ce qu'est la qualité de la chirurgie en général. Oui, mais c'est simplement, en fait, c'est quand on regarde, parce qu'évidemment, il y a l'exérèse complète. Je pense que dans la plupart des études, c'est l'exérèse au niveau du moignon, bronchique, voilà, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a il y avait des cellules au niveau vasculaire et puis bronchique, quoi, en fait. Mais quand on va regarder les stations ganglionnaires la plus haute qui a été explorée, ou bien quand on regarde les données de anapathe concernant la rupture extracapsulaire, et ça aussi, c'est pas toujours noté. Je pense que c'est beaucoup mieux, en fait. Maintenant, on le fait de façon beaucoup plus systématique, mais c'est vrai, c'est des données vraiment qui semblent importantes et impacter sur l'outcome de nos patients, quoi, en fait. Donc évidemment, il y aura des études d'anapathe aussi en cilaire. Et après, juste une question pour rebondir avec ce qu'a présenté Benjamin. Pour l'instant, une des réponses qu'on n'aura pas, c'est quid du bénéfice de cette radiothérapie chez les patients qui auraient reçu de l'immunothérapie, soit en néoadjuvant, soit en adjuvant, en sachant potentiellement, tentant la question qu'on a toujours, de l'effet de la radiothérapie sur le système immunitaire, de la réponse à l'immunothérapie, et en se disant, voilà, pour l'instant, Lungart, en tout cas, n'est dedans, j'imagine, peu ou pas de patients avaient eu d'immunothérapie en périopératoire. En périopératoire, non. Par contre, en fait, on a colligé des données, en fait, les traitements reçus pour la rechute, quelle qu'elle soit, quoi, en fait, qu'elle soit métastatique ou locorégionale. Donc, il y a des patients qui ont eu de l'immunothérapie, mais on pourra rien, effectivement, là, c'est pas du tout des patients qui auront été baignés en périopératoire par l'immuno, non. On a des études métastatiques qui évaluent l'intérêt de la radiothérapie pour booster l'immunothérapie, donc ça donnera aussi des éléments. Mais il y a quand même pas mal de choses, en fait, et effectivement, on pourrait imaginer, parce que ganglion et immunothérapie, c'est une association qui est quand même très intéressante, en fait. Et donc, la radiothérapie par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, ça ouvre quand même pas mal de champs. Oui. Et l'idée pour Lungart voilà. 2. Merci Cécile, merci David. Merci Benjamin. Merci. Donc on retient que la recherche de la mutation EGFR est systématique maintenant pour les stades opérés avec la prescription d'un TKI en cas de positivité, essentiellement pour les non-épidermoïdes bien sûr, que l'immunothérapie sera dans le champ de nos prescriptions probablement en 2022, et que la radiothérapie post-opératoire pour les tumeurs N2 n'est pas systématique, mais au cas par cas. Merci d'avoir assisté à cet échange qui était enregistré dans le cadre des cours de chimiothérapie de Gustave Roussy. Ces cours sont disponibles en ligne. Ils permettent de faire le point sur les traitements systémiques de l'ensemble des localisations, mais également de refaire le point sur les mécanismes d'action, les toxicités. N'hésitez pas à aller les consulter et rendez-vous l'année prochaine, j'espère, pour un nouvel échange.